Nouvel épisode du Setup Podcast, on reçoit Pierre Dufresne, naturopathe, préparateur physique. Il nous évoque les clés de la philosophie de la performance et le développement personnel. Bienvenue dans le Setup Podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Pierre. Salut Gaël. Bon, super. La forme? Bah écoute, au top, vraiment. Il fait beau, c'est l'été. Que demander de plus? Ouais, t'es déjà en débardeur prêt à partir à la plage. Bah, c'est vrai qu'il y a peu de temps finalement, peu de saisons où je suis pas en débardeur. Mais ouais, c'est sûr que là, c'est royal. Bon, c'est sûr qu'il fait bien chaud pendant la journée, hein. Moi, je suis du côté d'Avignon, donc on est sous les cigales et sous le soleil qui frappe dur. Mais c'est aussi dans le milieu de journée où on peut trouver une certaine forme d'inconfort et de challenge à sortir dehors et à faire, je sais pas moi, une technique de respiration, un entraînement, peu importe. Donc j'aime bien cette période aussi. Ouais, mais justement, on va en parler de tout ça, de qu'est-ce que l'inconfort et tout ça. Euh, Si tu pouvais du coup commencer par te présenter, parce que si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Mhm. Avec plaisir. Donc Pierre Dufresne, j'habite dans le sud de la France. Je suis un fils, un frère aussi. Euh, donc une belle famille de 5 personnes et ces belles âmes, c'est elles qui me définissent avant tout. Ensuite, je viens d'un monde qui est beaucoup tourné autour du développement personnel et du fait de se surpasser. J'ai trouvé ça très tôt dans ma vie, cette saveur qu'on a à se challenger soi-même et à trouver vraiment ce qui est inaliénable, à savoir le goût de l'effort. Et je pense que sur ce terrain-là, tu me rejoins totalement, et même tous les gens que tu as eu avant, les grands copains des prépas physiques et des coachs sportifs, euh, à mon avis, ils comprennent très bien cette formulation-là, le goût de l'effort qui nous appartient à nous. Et ce faisant, je suis passé par plusieurs écoles. J'ai été formé à la naturopathie. Ça, c'est ma base, c'est ma philosophie de vie, voilà, c'est beaucoup plus qu'une formation. Et puis, après, j'ai cheminé vers comment on appelle ça, le renforcement mental et physique, donc avec les, les concours de préparateur mental, préparateur physique, ce genre de choses. Euh, le renforcement par le froid, le yoga Tumo, le yoga du froid aussi. Donc, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je suis souvent dans mon congélateur ou en train de nager dans un lac gelé. Bon, voilà, c'est devenu une marque de fabrique. C'est ce qu'on retient souvent de moi. J'espère que quand je serai plus là dans ce monde, on ne retiendra pas que ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça marque les esprits. Et puis, le monde de la respiration aussi. C'est vrai que c'est une de mes grandes passions. Alors, beaucoup impacté par le yoga, hein, parce que ça va de pair. La base du yoga, c'est le souffle. Mais pas que ça. C'est vrai que j'allais voir du côté aussi de ce qui se faisait dans la performance, dans l'entraînement physique, chez les sportifs de haut niveau. Force est de constater que c'est vraiment un secteur qui est incompris et très peu développé. Et je suis très content de travailler notamment avec Laurent, avec Greg aussi, que tu as eu, donc Laurent Cafogui et Greg Velu, dans différents projets professionnels pour accompagner les sportifs de haut niveau avec la respiration. Voilà, maintenant je m'occupe actuellement de clubs sportifs et d'athlètes de haut niveau. Donc, par exemple, l'équipe de basket féminine de Charleville-Mézières, les Flammes Carolo, euh, certains sportifs et autres clubs sportifs. J'interviens pour SSS Training donc de Greg Velu. On va, on a été au LOSC avec Hicham. On va aller à l'INSEP en septembre. On rencontre des belles personnes et on défriche des terrains qui sont assez inconnus, même à haut niveau. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, maintenant je suis plus dans ce milieu-là du sport et de la performance. Ouais, mais c'est ça qui est génial. C'est que c'est un parcours on ne sait pas où il va, mais toutes nos expériences passées nous aident pour construire le futur. C'est ça. On s'adressait prioritairement aux athlètes sur ce podcast. C'est quoi un athlète pour toi? Un athlète, c'est quelqu'un qui essaye de tirer le meilleur de lui-même.
Il essaye comme on dit souvent, de performer. Je sais même pas si ce terme, on l'a extrapolé de l'anglais ou s'il existe vraiment dans le dictionnaire français, tu vois. Il cherche la performance. Alors, je me suis souvent posé la question, est-ce que pleine santé et performance, c'est réconciliable, tu vois, ces deux termes? C'est parce qu'il y a beaucoup de coachs qui disent, tu sais, si tu veux aller à haut niveau, le haut niveau n'est pas bon pour la santé. C'est-à-dire, tu vas devoir mettre ton physique et ton mental dans certaines conditions qui vont sans doute impacter ta santé. Et de plus en plus, j'essaye de cheminer, de refaire réconcilier les deux, en fait. Et je pense que il y a moyen on arrive à une conclusion dont on ne s'attendait pas. Donc voilà, je n'aurai pas la réponse toute faite ici, mais pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui, voilà, tout simplement va se challenger lui-même, euh, va s'accrocher à plein de dogmes différents, mais avec un seul but, c'est puiser vraiment le maximum de lui-même. Et en ce sens, il va sans doute cheminer vers la plus belle des sagesses, j'espère pour lui, mais c'est souvent une voie qui mène vers quand même se connaître parfaitement, que ce soit physiquement ou mentalement. Dans l'inconfort, on trouve quand même des clés de compréhension de sa vie. Et c'est pour ça que il y a un très haut taux de transférabilité pour les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire, quand tu as été athlète de haut niveau, tu peux très facilement transférer tes aptitudes au monde de l'entreprise, au monde familial, à la relation humaine avec ta cousine ou ton grand-père. On gagne des choses qui sont vraiment à un niveau de transférabilité qui est très haut. Et en ce sens, ouais, c'est une voie qui est vraiment exaltante, celle du sport, celle de l'inconfort, celle de la transcendance par l'effort. Euh, donc voilà, un athlète, c'est un petit peu tout ça. Ça peut rater le coche aussi, hein, un athlète. Hein. Ça peut faire une carrière dans le haut niveau en vivant dans la diversion mentale. C'est-à-dire, tu as des objectifs qui sont pas les tiens, tu te fais tirailler par un entourage qui te pousse vers la performance, mais en t'oubliant complètement, en n'analysant pas du tout ta narration interne. Et tu arrives en fin de carrière ou voilà, à 40 ans pour certains sports, tu te dis, mais en fait, j'ai cheminé là-dedans, mais c'était pas moi, je voulais pas le faire, hein, etc. Donc, ouais, il y a la façon de faire aussi qui est importante pour un athlète. Voilà. Mm. Je suis étonné. J'ai l'impression que ta vie, elle se résume à l'hormèse et tu m'en as pas parlé dans ta présentation. C'est Et sûr. ouais, je pense que c'est un gros. Enfin, depuis que je te connais, enfin, moi j'associe Pierre à l'hormèse. On peut pas le dissocier. Si tu pouvais du coup nous définir ce que c'était l'hormèse, parce que c'est une notion qui est quand même peu connue. Ouais, elle est peu connue, ce terme est peu connu en tout cas. Tu sais, quand j'ai acheté le nom de domaine hormes.com, j'étais étonné qu'il soit libre, tu vois. J'ai pu acheter hormes.com, hormes.fr, tu vois. Et alors en anglais, le terme hormesis, le terme anglais pour ça, c'est ultra connu, outre-Atlantique, aux États-Unis ou quoi. Tout le monde connaît ce processus biologique en fait. Donc l'hormèse, c'est vrai que j'en ai parlé en filigrane quand j'ai parlé du froid, quand j'ai parlé de l'inconfort tout à l'heure. C'était un peu sous-jacent, mais c'est vrai que je ne l'ai pas dit. L'hormèse, c'est la loi de l'hormèse, c'est un processus physiologique donc, voilà, partagé par tous les êtres vivants, qui dit que quand on soumet un être vivant à un stress, que ce soit métabolique, que ce soit peu importe, hein, un stress, un changement de température, peu importe. Si ce stress est suivi par une phase d'intégration, l'organisme vivant va avoir tendance à se renforcer. Donc, les premières études de ça, c'était beaucoup fait en toxicologie. Alors, on remonte à Hugo Schultz, donc c'était en 1888, qui s'amusait à mettre des toxines, en fait, des poisons sur des levures, sur des petits champignons, et voir qu'une toute petite dose, en fait, ça faisait proliférer les champignons, mais une grosse dose, ça tuait les champignons. Il y a une petite dose, ça renforce, ça fait un organisme plus complexe et plus résilient. Par contre, une grosse dose, ça tue. Et ça a cheminé comme ça, en fait, de fil en aiguille, et on s'est rendu compte que c'est vrai au niveau de notre système immunitaire, c'est-à-dire que les nageurs en eau froide en Scandinavie, ils se baignent dans l'eau froide et ils sont plus résilients au niveau des globules blancs, des natural killers, de tout ce qui se passe au niveau immunitaire. Et on s'est rendu compte aussi au niveau des plantes, une plante qui vit dans un climat qui est un peu doux, par rapport à une plante qui vit en montagne, bah, celle qui vit en montagne, elle connaît un climat qui est beaucoup plus rude, en fait. Donc, elle doit
s'adapter et créer en elles des processus d'adaptation plus forts, plus résilients. Donc voilà, c'est cette résilience, en fait, l'hormèse, c'est un synonyme de ce que les pratiquants de musculation connaissent comme la surcompensation musculaire. Tu vas à la salle tous les jours, tu dors bien, tu manges bien. Bon, ben, au fil des mois, tu vas avoir plus de masse musculaire et tu vas renforcer voilà, plein de choses, la densité osseuse, tout ça. Mais en fait, ce phénomène de surcompensation, c'est un synonyme de l'hormèse. Donc, tu vois, on n'invente rien, c'est juste une histoire de sémantique et de vocabulaire. Et ben ça, en fait, très tôt dans ma jeunesse, je me suis rendu, ça m'a fasciné. C'est-à-dire, comme j'avais une pauvre image de moi-même, parce que j'avais pas un physique, voilà, j'étais un petit peu en surpoids, même beaucoup, et plein de choses qui personnellement n'allaient pas avec moi-même. Le fait de me dire, si tu te mets au challenge de cette manière-là, tu vas te changer de l'intérieur. Et je trouvais ça dingue. Je trouvais ça complètement fou. Donc après, oui, c'est sûr que maintenant, ça fait que quand je me mets devant un bain froid, un bain glacé ou un lac gelé, la première question qui me vient, c'est pas est-ce que je peux y rentrer, c'est combien de temps je pourrais rester là-dedans. Et alors qu'il y a certaines personnes, c'est même pas ça, c'est je ne veux même pas essayer, quoi. C'est rédhibitoire, je pars de l'autre côté. Donc cette éviction sans cesse des situations stressantes, elle est en train de tuer l'humanité. Je le pense sincèrement, elle est mortifère. Euh, on ne pourra jamais supprimer les événements négatifs de la vie, d'une vie, parce que tout est aléatoire, tout n'est que volatilité. Ça nous tombe sur le coin de la figure, on s'y attend jamais, hein, une mauvaise nouvelle, peu importe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas l'éviction des agents stressants, c'est s'entraîner pour devenir bon à les gérer, tout simplement. Et ça demande pas grand-chose en fait. Hein. Ça peut se faire tous les jours par petites touches. Mm. Voilà. Ouais, c'est fou parce que c'est un processus qui, enfin, c'est la performance. La performance, elle passe par l'hormèse, comme tu dis, c'est la surcompensation. Et Ouais, pourtant, on a la tendance à se dire, ben, il faut que j'aille chercher d'autres choses, parce qu'en fait, on oublie que le corps, par lui-même, il est capable de s'adapter. c'est ça. C'est ça. Il y a pas, il y a, c'est pas une aptitude à trouver. C'est-à-dire, c'est pas comme au tennis où c'est pas un service au tennis que tu connais pas. L'hormèse, ce que j'appelle aussi, ce que Nassim Nicolas Taleb appelle l'antifragilité. Ça, c'est un peu plus large que le terme. C'est déjà en nous. On n'a pas à le trouver ailleurs, on n'a pas à le développer. C'est en nous. On l'a déjà. Si on ne l'avait pas, on serait pas là actuellement. Il n'y aurait pas eu d'évolution, il n'y aurait pas eu de renforcement, il n'y aurait pas eu de développement cognitif, il n'y aurait pas eu tout ça. Ces phénomènes de surcompensation par rapport au stress, c'est un synonyme même de la vie sur Terre. Donc, il faut juste apprendre, en fait, à jouer avec les bonnes règles du jeu. Connaître déjà ces règles-là, voilà, c'est une première étape. En prendre conscience. Et après, moduler son quotidien autour de ça pour progresser petit pas par petit pas. Et on nous vend l'inverse. C'est-à-dire que on nous vend un monde où c'est la recherche du confort qui est sacralisée. C'est-à-dire, si tu as réussi ta vie, tu auras une maison confortable, un gros canapé, une voiture confortable, avec des sièges confortables, avec des sièges qui vont s'adapter à ta hauteur, etc. Machin, automatiquement. On nous vend le confort comme réussite. Ouais. Et ça se fait complètement au détriment, en fait, du principe même de la vie. Et je tape dans un mur, donc je dois m'adapter. Il y a un problème, donc il faut que je fasse de nouvelles connexions au niveau de mes neurones pour trouver une solution. Et ça on nous l'occulte complètement. Donc voilà, je suis un peu à rebrousse-poil par rapport à l'approche moderne en fait de la vie. Et je pense que le sport et la performance ont beaucoup à nous apprendre à ce niveau-là. Ouais. Tu disais que les choses, on les a en nous. Comment il y a des personnes qui arrivent à les trouver et forcément qui performent, puisque c'est un peu, c'est ceux qui le trouvent, ils vont forcément être meilleurs que ceux qui ne le trouvent pas. Et comment il y a des gens qui, comme tu disais, ils vont passer 20 ans de carrière sans avoir conscience que ça existait. Ouais, c'est ce qui est fascinant en fait. Ça fait très très peur, mais c'est fascinant. C'est le monde de la diversion en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire en fait de cette planète, qu'il y a qu'un animal peut être assujetti à autant de diversion. C'est-à-dire les écrans, les actualités, être connecté, comme on dit, à 1 milliard de personnes. On n'a pas la physiologie qui est adaptée pour ça. C'est-à-dire que on peut pas, notre cerveau, il a
un maximum d'informations qu'il peut absorber comme une éponge et un maximum d'informations qu'il peut intégrer, donc c'est-à-dire se remémorer, etc. Et un maximum, un seuil de prise de décision qu'il peut faire. Si on sature tout ça, c'est-à-dire si, imaginez une éponge, si elle est déjà gorgée d'eau, si on sature tous les niveaux, quantité d'informations, intégration et prise de décision, on ne peut vivre que une vie qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire on est complètement malléable à tout ce qu'on va nous faire faire et tout ce qu'on va nous dire. La crise actuelle en est le paroxysme puissance 1000. Euh, on va passer à côté de toutes les choses, en fait. On va passer à côté des lois naturelles du vivant. On va jamais se demander pourquoi on fait les actes. Et ce qui fait que cette absence de pourquoi, dans notre quotidien, ben, nous conduira jamais à des sortes d'épiphanies. C'est-à-dire, tu te rends compte, waouh, les moments vraiment où tu te rends compte, tu te dis, tu as envie de taper ton voisin, mais tu te rends compte qu'en fait, ça, c'était là depuis toujours et on s'en est pas rendu compte. Et puis là, je me rends compte, etc. Tu as envie de le dire à tout le monde, tu vois. C'est un peu pareil quand tu fais avec la respiration. C'est un acte qui est anodin, qui est toujours là, mais plus personne se demande comment, pourquoi, à quel moment, à quelle intensité, etc. Et quand même à haut niveau, tu leur apprends toute la neuroscience derrière la respiration, tous les impacts que ça peut avoir sur le système vasculaire, digestif ou neuromusculaire, et que les gens au quotidien commencent à prendre conscience à chaque inspire, chaque expire de comment ça bouge, etc. Ben, ils ont des genres d'épiphanie, c'est-à-dire c'est un truc tout bête, et c'est tellement bête qu'ils n'osent pas le dire à leurs voisins. Ils disent mais punaise, je m'en étais jamais rendu compte, j'avais jamais pris le temps et l'espace, c'est-à-dire vraiment dans ma journée, dans ma vie. Si seulement j'avais eu cette opportunité-là d'avoir du temps et de l'espace pour placer mon attention sur ma respiration, ben ouais, je m'en serais rendu compte. Mais cette place était déjà prise par le travail, la famille, les actualités, la crise, le machin, le truc. Donc, pour revenir à ta question et raccrocher les wagons, cette société de la diversion, ça fait que la très très grande majorité des gens ne vont jamais voir ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'observation de sa propre physiologie. Et le pire, c'est qu'ils ne vont jamais se demander pourquoi ils ne voient pas. Et là, quand tu t'arrêtes de te demander pourquoi, euh, il y a vraiment plusieurs sonnettes d'alarme qui devraient être déclenchées. Ouais, ouais, c'est, je pense, enfin, tu parlais de l'être humain, il n'est pas adapté à la technologie. Par contre, j'ai l'impression qu'il est quand même câblé pour trouver des réponses. Et cette fameuse question de pourquoi, j'ai l'impression que c'est quand même une des causes de l'humanité. Enfin, une des causes de l'humanité, c'est qu'on a toujours cherché à comprendre pourquoi il y a eu des expéditions qui ont traversé la mer et on ne savait pas où ils allaient, mais par contre, ils y allaient. Pourquoi il y a un homme qui est parti sur la Lune? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait là-haut. Et c'est exactement ça. C'est ce pourquoi-là, on n'a plus le temps et on n'a plus surtout la capacité attentive de se le poser. C'est-à-dire, tout est saturé. Alors, tout est plein, tout est plein, tout est plein. On parle, tu sais, de méditation mindfulness. Ouais. C'est-à-dire où tu as tout ton esprit. Surtout pas. Les esprits sont déjà pleins. Il faut les vider. Tu demandes encore aux gens de placer leur attention sur autre chose, mais ils vont te dire, mais j'en peux plus, moi. Mon attention, elle est déjà débordée. Elle est partout éparpillée. Pour mes enfants, pour les courses, pour les écrans, pour Instagram, pour Facebook, pour YouTube. Je regarde déjà 25 écrans. Jamais. Non, non, il faut réduire les choses. Réduire, réduire. C'est pour ça que le minimalisme, cette mode de voilà, avoir très peu de choses chez soi, de très peu consommer, voilà, de marcher pieds nus, de vivre avec 2 t-shirts. Enfin, il y en a qui partent, qui prennent la tangente, qui font à 180 degrés, et ils trouvent vraiment la joie parce ils ont enfin du temps pour s'observer eux-mêmes. Moi, je pense qu'on est en manque de vide. C'est surtout ça. On est en manque de vide et on est en trop de trop plein. Et là, quand il y a trop plein partout, on n'a plus le temps ni l'espace, comme je l'ai dit, de regarder ce qui est vraiment important et donc de prendre des bonnes décisions pour soi-même. Ce qui fait qu'à l'échelle d'une société, bah, ça déraille, c'est-à-dire des aberrations partout, quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi je tombe sur ça, mais Non, mais ouais. Bon, après, ce qui est drôle, c'est que du coup, tu peux tomber dans le débat, tu sais, le vieux débat d'astrophysique de qu'est-ce que le vide, et ils te diront non, le vide n'existe pas.
et dans toutes ces, Le vide et le néant, c'est comme Étienne Klein le dit, c'est différent, hein, parce que une fois que tu as enlevé le vide, ben, il reste le vide, donc c'est quelque chose. voilà. Euh, ce qui est pas le synonyme du néant. Le néant, c'est vraiment rien, mais qu'est-ce que rien? Donc, ouais, c'est une boucle un peu sans fin. C'est une Ouais. sorte de sémantique aussi, c'est-à-dire quelle définition vous donnez au terme. Qu'est-ce que vous appelez vide? Qu'est-ce que vous appelez néant? Ouais, ouais. Ouais. Comment on peut faire une espèce de reset? Parce que tu dis qu'on est déjà saturé et ça veut dire qu'on n'a même pas la capacité de se concentrer pour changer notre situation. Bonne question. Question à un milliard. Moi, j'ai trouvé que l'inconfort. Il y en a plein, à mon avis, il y a plein de portes d'entrée. Il y a plein de voies. Ce qui est bien, c'est qu'à mon avis, vous trouverez celle qui vous convient. Ça peut être l'art aussi, ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être plein de choses. J'adore dessiner, c'est vrai que j'adore écrire aussi. Ça me provoque aussi cette sorte de moment où je suis seul avec moi-même, où tous les masques tombent. Ben, dans le froid, c'est pareil. Dans l'inconfort, c'est pareil. C'est pour ça qu'il y en a qui se trouvent euh, par le sport, par la transcendance de courir un marathon, etc. Euh, Rentrer dans un bain froid à 0 degré et vous verrez bien que là, tout d'un coup, il y a Facebook, ça compte plus. Hein. Vous pensez plus à votre story d'Instagram, vous pensez à il fait froid. Il fait froid, il fait froid, il fait froid, et je suis seul avec ce froid, et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est quelque chose de terrible où je me mets à crier et je fuis? Ou est-ce que je l'embrasse complètement? Parce qu'il n'y a rien de plus juste, en fait. Il y a rien de plus juste. Il y a l'adaptation de mon corps au froid, et ce froid, il est simplement vrai. Il est là. Et je peux l'embrasser si j'ai envie. Je peux l'embrasser comme quand on fait un câlin à quelqu'un qu'on aime bien. Je peux l'embrasser comme ma maman. Je peux le prendre avec moi et dire, ouais, mais t'es là et mon corps réagit par rapport à ce froid. C'est une morsure, c'est une douleur, mais c'est comme quand je me mets mon doigt au-dessus d'une flamme. Soit je me dis que c'est terrible et que c'est horrible, soit je me dis, ouais, c'est en train de me brûler, ah, ça m'a brûlé. Mais c'est tout, ça m'a fait mal, quoi. Il n'y a pas besoin d'en faire une souffrance. Ça peut être simplement une douleur. Donc c'est une approche très stoïcienne aussi, c'est-à-dire que les événements extérieurs n'ont pas besoin de créer en toi un ramdam émotionnel. Tu peux très bien les considérer comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des événements extérieurs. Il n'y a rien de plus. Par contre, ta réponse interne, ta posture à toi, philosophique et émotionnelle, elle ne dépend que de toi. Donc voilà, c'est euh, se découvrir soi-même, ça peut passer par l'inconfort, encore une fois, parce que cet inconfort-là, qu'il soit physique, vous fassiez des sprints en côte, c'est-à-dire que vous faites 2 sprints en côte, vous allez comprendre votre douleur. Vous fassiez pour le temps sans burpees, hein, c'est pareil, vous allez être proche du vomito, mais voilà, aussi vite que possible. Quand vous allez toucher cette zone rouge, ça peut être aussi une douche froide le matin, ben là, il n'y aura plus de diversion. Et c'est là qu'on peut vraiment se trouver, je pense, soi-même. Là où il y en a certains qui passent par le piano, qui passent par l'art, euh, à mon avis, c'est autant de portes d'entrée qui passent par le yoga, qui passent par la respiration, qui passent par la méditation, mais il y en a certaines qui sont, à mon avis, plus accessibles pour quelqu'un qui a commencé déjà à cheminer. Par exemple, la méditation. On en vante beaucoup les bienfaits. Ouais, moi aussi, hein, je pratique la méditation, etc. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est quand ça devient un pis-aller, c'est quand ça devient une béquille nécessaire à ton quotidien que ça peut poser problème. Hein. Je pense que la pleine santé elle passe par l'autonomie. Donc, ne pas être dépendant à des béquilles, c'est aussi important. Mais la méditation, si tu demandes à quelqu'un qui a fait zéro travail sur lui-même, qui a vécu dans la diversion justement tout le temps, toute sa vie, tu lui dis, vas-y, assis-toi 5 minutes et fais de la méditation, mais laisse tomber, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. Il lui faut quelque chose de plus facile, de plus direct, de plus immédiat. Là, par exemple, une douche froide le matin, et voilà, ah, puis ça va lui faire peur, ça va le choquer, ou la choquer. Par contre, il va dire, ah, il va se sentir fier après. Il va dire, ah, et puis j'ai senti plein de choses, et puis après, j'ai senti que ça me réchauffait, en fait. J'ai Hmm. senti que je suis sorti de la douche, ça me donnait chaud. Et petit à petit, tu vois, par l'expérience, tu vas lui faire vivre des choses. Là où, si tu essayes de le faire méditer, il ou elle, son esprit va vagabonder partout, ça va du tout marcher. Donc peut-être que l'outil était mal adapté. Mais une fois qu'il aura fait un petit brin de cheminement, autant la méditation, ça va arriver pile poil dans mon moment et il va y arriver. Donc voilà, c'est différentes portes d'entrée. Encore une fois, il y en a plein.
Et je pense que chacun peut trouver la sienne selon son niveau, selon ses affinités. Le tout, c'est de vivre sa propre vie et de ne pas se faire mener par le bout du nez, quoi. Mm. Ben, un des principes de la philosophie stoïcienne, c'est ça, c'est la prise d'action. Ouais. Et je pense que ça revient à ce que tu disais avec l'inconfort. C'est que souvent, quand on ne prend pas d'action, ben, c'est là où on est saturé et on ne choisit pas, en fait. Quand on choisit de faire quelque chose, ben, on ne peut pas être saturé puisqu'on a une attention qui est focalisée sur d'autres choses. Ouais, c'est sûr. Sûr que le doute, difficile, hein. Le doute, c'est un ami et un ennemi. C'est une épée Mm. à double tranchant. Le doute, je pense, en théorie, on interagit avec le monde, c'est vraiment notre allié. C'est-à-dire, je l'ai souvent dit cette phrase dans les stages, dans les conférences que je fais ou quoi, mais je dis toujours ce que je vais vous dire là, doutez-en. Doutez de moi, doutez de tout ce que je vais vous dire, doutez du monde qui vous entoure. Posez-vous la question du pourquoi. Voilà, c'est important, vraiment de douter de l'information qui vous arrive. Filtrez au maximum pour pas être une éponge qui prend absolument tout. Par contre, dans l'acte, doutez jamais de vos efforts. Doutez jamais de ce que vous êtes en train de faire. Là, le doute, par contre, on pourra l'étudier par rapport à tous les principes d'inhibition au niveau du système neuromusculaire, par exemple, ou plein de choses. Le doute, ce sera ton pire ennemi. C'est le truc qui va te faire perdre la coordination, qui va te faire arrêter, qui va te faire rater ton lancer de, je sais pas moi, encore une fois, au service au tennis. Bref, faut pas qu'il y ait de doute à ce moment-là. Donc, ouais, ce doute, c'est vraiment un allié et un ennemi selon, c'est toujours circonstanciel, hein. Mm. C'est drôle parce que quand on regarde le fonctionnement du système nerveux, il est en mode prévision et réajustement, mais en mode on-off. Lui, il cherche, enfin, il n'y a pas de doute. Soit c'est ça, et point barre. Tu te plantes ou tu réussis. Alors que quand on regarde un athlète, c'est peut-être qu'il va pleuvoir, est-ce que j'ai pris les bonnes chaussures? Ou alors là, je suis en retour de blessure, je sais pas, est-ce que je vais réussir à faire ça? Ou mince, là, il y a tel journaliste, est-ce que j'ai fait une bonne interview? Ou est-ce que pour mes sponsors, j'ai mis la bonne photo sur les réseaux? Et ils sont remplis de doutes, alors que Mm. pourtant, dans leur performance, leur fonctionnement, il n'y a aucune place au doute. Mm. Ouais. Ce qu'en dira-t-on, on en parle souvent, le qu'en dira-t-on, l'opinion des autres, euh, le jugement, etc. Malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à cause de cette connectivité-là que j'aime beaucoup d'un certain côté, je tiens une chaîne YouTube, donc je vais pas me plaindre, hein. C'est comme ça aussi que j'essaie de transmettre, donc c'est se servir d'un outil de la bonne manière. Mais c'est vrai que on est assujetti au règne de l'opinion d'autrui. Et pour revenir aux stoïciens, dans l'être à Lucilius, Sénèque il disait bien, surtout fais attention à la foule, surtout fais attention au papillonnage en fait, il voulait dire. Ne va pas te noyer dans la masse de gens à écouter les opinions des autres, etc. Si tu lis un livre, tu lis qu'un seul livre, t'en lis pas 25. Si tu côtoies des gens, tu côtoies ceux que tu aimes, enfin, en tout cas ceux qui sont que tu as trouvé dans lesquels tu as trouvé une relation qualitative. Et, euh, et voilà, tous les stoïciens décrivent toujours cette espèce de bruit ambiant de l'information qu'il faut vraiment fuir. Et encore une fois, le monde de la haute performance, du sport, il n'y a plus de place au silence. Et j'en discutais avec qui d'ailleurs? Peut-être avec Hicham du LOSC justement. Non, non, avec Pierre Vespigiani, avec qui je fais un gros coucou, qui est le kiné de l'OM. Il disait, c'était bien avant, parce qu'on sortait avec les joueurs et on faisait la fête. Maintenant, les joueurs, ils osent plus sortir dans les bars parce que ils ont peur en fait, d'être à moitié, je sais pas moi, d'avoir un petit peu bu ou quoi et de se retrouver en story sur Instagram alors qu'ils ne le voulaient pas. Donc en fait, il y a plus de place à être soi-même et à se lâcher parce que tu peux être assujetti à n'importe quelle photo qui se retrouve sur Internet et à l'opinion d'autrui qui est partout, 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 partout. Et donc le jugement, pareillement, il crée du doute, donc de la peur. Et ça, on sait très bien qu'au niveau de la performance, c'est rarement des alliés, quoi. Ça peut servir, mais à petite dose. Et là, c'est devenu ouais, trop fort.
Mm. Mais les principes de la lettre dont tu parlais juste avant, c'est les mêmes principes qu'on donne à un athlète. C'est fais quelque chose, mais fais-le jusqu'au bout pour voir où ça marche. Ton staff, ben, prend les personnes qu'il te faut et prend pas juste des gens pour t'entourer parce que voilà. Et enfin, c'est drôle, mais tous ces penseurs qui étaient des centaines d'années avant nous, au final, en fait, on peut le transposer au monde du haut niveau. Et du coup, en fait, on peut faire le lien avec les Jeux Olympiques d'avant, avec les Jeux Olympiques de maintenant, au final. Et oui, parce qu'en fait, les écrits des stoïciens qui nous restent, c'est qui? Ça va être Marc Aurèle, ça va être Épictète, ça va être Sénèque. Mm. Euh, c'est des gens, en fait, qui étaient soit empereurs, soit conseillers, soit sénateurs. Mm. Donc, ils essayaient eux aussi, ils étaient dans la performance. Ils étaient soit très haut gradés, soit des tuteurs ou des mentors pour des futurs princes, empereurs, etc. Donc, ils ne voulaient que la performance, en fait. Ils voulaient tirer le meilleur de l'essence d'un être humain. Donc, c'est exactement la définition d'un athlète qu'on a donné au début. C'était la même recherche. Et eux, ils étaient beaucoup plus dans un côté philosophique, mental, gestion des émotions, prise de décision. Mais un athlète, c'est pas seulement courir 100 mètres, hein, c'est aussi tout ça. C'est aussi ce côté mental. C'est aussi l'histoire qui se raconte dans sa tête. L'histoire qu'il raconte aux autres, son entourage, comment il va chercher l'information et comment il intègre. C'est tout ça. Donc, ouais, j'adore le stoïcisme parce que ça fait vraiment des ponts avec ce qu'on est en train de vivre au 21e siècle. Mm. Ouais. Donc, pour les athlètes qui nous écoutent, il fallait écouter en cours de philo, parce que sinon. Ouais, mais là, c'est tellement abordable le stoïcisme. Alors que d'autres, tu lis, euh, tu lis Hegel, tu lis Kant, tu lis quoi? Si t'as pas lu ceux qui sont avant, tu sais pas de quoi ils parlent. C'est très compliqué. Tu ouvres, euh, tu ouvres Marc Aurèle, tu ouvres Épictète, c'est limpide, c'est facile. Il n'y a pas de débat sur les mots, en fait. C'est pas une philosophie de la sémantique. Ils te disent pas qu'est-ce que le bonheur. Alors, ils vont t'écrire un livre sur le bonheur. Bon, eux, ils débattent pas de ça. Ils disent le bonheur, c'est le bonheur. Hein. Si tu sais pas ce que c'est le bonheur, c'est que t'as pas vraiment cherché à la définition, quoi. Bon, ça, c'est réglé. Une fois que c'est réglé, on passe à autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Et c'est une philosophie de la posture, en fait. Posture mentale. Euh, Posture aussi physique parce que eux aussi ils préconisaient de l'entraînement, une certaine forme d'ascèse, de se renforcer physiquement, que c'était important, tout ça. Donc c'est très accessible. Donc même si vous n'avez pas suivi en cours de philo, euh, vous pouvez prendre un petit bouquin des stoïciens. Vous allez voir, c'est très facile à lire. Mm. Ouais. Mais enfin, en plus, c'est vraiment la conclusion du livre, tu sais, L'obstacle et le chemin, où il dit Ouais, Ryan. euh, enfin, vous êtes à la fois un philosophe et un homme d'action, et les deux ne sont pas opposés. Et cette phrase, je trouve qu'elle résume beaucoup de choses. Où, en fait, il dit la philosophie, c'est une chose, mais si vous l'appliquez pas, ça sert à rien d'en faire. Enfin, je l'ai comme ça que je l'ai compris. Ouais. Ah ouais, non, clairement, tout pousse à l'action. Tout pousse à l'action et tu sais, il y a Pascal, il disait le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas rester en sa chambre. C'est-à-dire, il peut pas rester immobile, il peut pas rester, etc. Mais et en fait, cette phrase, il a pompé à Montaigne. Et Montaigne, il voulait dire tout le contraire. C'est-à-dire, c'est pas un problème qu'il puisse pas rester immobile, seul avec lui-même, etc. C'est justement sa force, parce que l'homme, c'est un animal d'action. Mm. Toi, t'as eu notre cher Matt Boulet, t'as eu plein de gens, t'as eu Adrien Chartier aussi, Charrier, Ouais. Chartier. Ouais, Je vais écorcher son nom de famille, mais désolé. Il m'excusera, Adrien. Euh, T'as eu des gens qui travaillent, justement, qui vont t'expliquer le système nerveux et le cerveau. Le cerveau, il n'est pas fait pour la conscience, il n'est pas fait pour le langage, il est avant tout pour le mouvement. On est des animaux qui sont faits pour l'action. Mm. Donc ça se retrouve, comme tu l'as dit, dans la philosophie, que ce soit chez les stoïciens ou Montaigne, il s'est énormément inspiré des stoïciens, mais ça se retrouve partout, ça. C'est ceux qui sont perdus dans les pensées, malheureusement. Ben, tu vois, par exemple, il y a un cheminement qui est parfait, c'est Yukio Mishima. C'est le penseur japonais, philosophe japonais, qui a écrit, si tu veux lire ce livre, c'est magnifique. Il a écrit le soleil, euh,
Oui, l'acier, le soleil et l'acier. Voilà. Le soleil et l'acier. Alors moi, je trouve ce bouquin, je me dis, bon, un truc sur c'est un philosophe, on me l'avait recommandé, etc. Et en fait, j'avais pas compris qu'est-ce que ça voulait dire, le soleil et l'acier. Le soleil, évidemment, le soleil. Mais l'acier, en fait, il faisait référence à la fonte, parce qu'il s'est mis à soulever des poids, ce type, dehors, au soleil. Donc, il disait le soleil et l'acier. Et toute sa vie, donc jusqu'à ses 20, voilà, sa jeunesse, quoi, jusqu'à ses 20 ans, etc., il a vécu enfermé chez lui à lire des bouquins et à écrire. Il a été dans le verbe et dans le mot toute sa vie. Et un jour, il a eu le besoin frénétique de soulever des poids, dehors au soleil. Et il s'est mis à faire ça. Et il raconte, en plus il écrit trop bien, à quel point ça l'a transcendé, tu vois. Mais c'est philosophique, et c'est magnifique, c'est-à-dire la découverte, en fait, le cheminement de quelqu'un qui découvre l'effort et l'inconfort physique, le fait de sentir ses muscles gonflés, le fait de transpirer sur la fonte, c'est incroyable à lire. Et ben ça, tu vois, c'est parfaitement ce qu'on vient de dire, c'est le passage vraiment de cette philosophie qui est uniquement intellectuelle à une philosophie d'action. Et le mariage des deux, il explose complètement. Ouais. Justement, comment un athlète, parce que l'athlète, il dit non, mais moi je m'entraîne 30 heures, 20 heures, enfin parfois 35 heures par semaine, je bouge, je fais des choses, et enfin, me parle pas d'inconfort, enfin, c'est déjà dur ce que je fais, enfin, j'en bave, mais pourtant, il y en a quand même qui sont dans des diversions. Ouais. Est-ce que tu verrais des degrés enfin, d'inconfort ou de mouvement? Euh, je pense que c'est plutôt des degrés de réflexion, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, un athlète, il peut très bien passer toute sa vie, euh, même s'il est sur un tatami, même si sur les rings de boxe, même s'il est dans l'inconfort, comme tu as dit, extrême, à pas se poser la question du pourquoi, à être dans une diversion. On l'a bien vu, si tu n'as pas un bon mentor, si tu n'as pas un bon coach, si t'as pas si t'as pas pris en fait au début de ta vie ou même maintenant, là, tout de suite, à un moment dans ta vie, euh, le temps de te poser la question de qu'est-ce qui est sacré pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut la peine de mourir? Alors, que ce soit ta famille, l'amour, l'amitié, des termes un petit peu vagues comme ça, ou des choses très précises. Vraiment, mon père, ma mère, mon fils, voilà, ce genre de choses. Si tu sais pas vraiment pourquoi tu te bats en fait tous les jours, hein, que ce soit physiquement sur un ring de boxe ou tu te bats dans la vie, c'est-à-dire ben voilà, quand il t'arrive des merdes, quand il t'arrive des trucs, etc., ou quand tu perds hein, dans une épreuve sportive ou quand tu gagnes, etc. Il y a vraiment des combats à tous les sens du terme. Si t'as pas un pourquoi derrière, tu peux très bien traverser cette existence-là, malheureux, à, à pas trouver des réponses à des questions que tu ne t'es jamais posées. Et donc, ça fait des existences qui sont très creuses, en fait, malheureusement. Hein. Et là, tu trouveras, en fait, et il faut pas croire que cette place-là, elle va rester vide. Elle va être remplie soit par quelqu'un d'autre, soit par le dogme de quelqu'un d'autre, soit par les réseaux sociaux, soit par Instagram, Facebook, etc. Et le vide va se remplir de quelque chose, de toute manière. Alors, soit tu choisis, c'est toi aux manettes de ta vie, c'est toi qui remplis ce vide-là, des choses qui sont vraiment importantes, soit il y a quelqu'un d'autre qui va le remplir pour toi, et généralement, ça donne pas des beaux parcours, quoi. Ouais. Ben, en fait, on peut tout le temps faire des parallèles avec la physique ou avec le monde enfin, tel qu'il a été créé. C'est que si tu n'es pas en mouvement, il y aura toujours quelque chose qui va te mettre en mouvement. Tu ne pourras jamais avoir d'immobilité. C'est quelque chose qui est immobile, il meurt, enfin il meurt ou il se transforme. Donc du coup, Donc, il est en mouvement, il se ouais, transforme. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et oui. Ah ouais, ben oui, c'est tu sais, on a parlé d'hormèse, mais il y a un autre H qui est important, c'est l'homéostasie. On en parle Ouais. souvent. L'homéostasie, beaucoup de gens connaissent, à mon avis, ce terme-là. Mais il est galvaudé et il est mal compris. C'est-à-dire que derrière homéostasie, on place souvent le mot d'équilibre et on pense que ce qui est bien, donc l'homéostasie du corps, ce serait l'état d'équilibre. Non, non. L'homéostasie, c'est une force. C'est la force qu'a un organisme vivant pour tendre, essayer de revenir à une certaine forme d'équilibre. Mais le point ne sera jamais trouvé. Il n'y a pas un moment où je vais dire, ah, ça y est, c'est bon, servi. Je suis à 37,5 de degrés, mes hormones sont bons, etc. Je bouge plus. Je suis là, je suis en équilibre. Non, ça n'existe pas. C'est une fluctuation interminable, sans cesse. Le seul jour où ça s'arrête, c'est le jour de ta mort. Donc voilà, l'être vivant est en perpétuelle adaptation
Et l'homéostasie essaie de tendre vers quelque chose qui est plus ou moins stable. L'hormèse, c'est ce qui permet d'aller voir un petit peu plus loin sur les côtés. C'est-à-dire, voilà, vous allez pouvoir étirer comme un élastique qui grandirait parce qu'on le sollicite. Et le troisième H, qui est très important, c'est ce qu'on appelle l'homéorésie, c'est-à-dire que c'est l'environnement tout entier qui entoure l'organisme, qui l'influence. Ça va très loin, hein, ça va de la pression atmosphérique, ça va l'attraction terrestre, euh, la densité de l'air, la qualité de l'air, toute l'alimentation évidemment, les rapports humains, tout Ouais, les ça, rayonnements du les facteurs soleil, externes. Pardon? tout ce qui est rayonnement, et tout ce qui est électromagnétique, etc. On peut aller très loin, hein, l'univers, parce que ouais, il y a des influences qui sont de la Lune, qui sont du Soleil, qui sont de plein de choses, qui font qu'on est à ce moment-là en train de s'y adapter. Et que dès que ça change, à la moindre microseconde, il y a une adaptation dans le corps. Ça, c'est l'homéorésie qui permet en fait l'homéostasie et l'hormèse. Ouais. C'est ce qui peut-être explique par exemple, je pense que c'est un raccourci très rapide, mais les changements d'humeur avec les saisons, comment ça s'appelle, les changements d'heure, etc. Ou même parfois les gens ils déménagent de ville et ils disent je me sens bien dans cette ville. Ou alors là dans cet endroit-là j'aime pas, je me sens pas bien. Quand les compétitions elles sont dans tel continent, non, là je pourrais jamais performer. Ouais. Bien sûr, c'est France Bosch, il parle des compétences ouvertes, compétences fermées. Il fait bien le parallèle avec l'environnement, qu'il y a déjà certaines choses qui sont, certes, euh, de loin, de l'extérieur, figées, c'est-à-dire c'est plus ou moins fermé, il y a pas trop d'influence. Alors si on prend le tennis, bon ben, t'as le service au tennis, le joueur est avec lui-même, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'influence, etc. Par contre, dès que l'échange commence à partir, eh ben, il y a l'adversaire qu'il faut gérer, l'imprévu, où l'adversaire va placer la balle, tout ça. Mais en fait, si tu t'intéresses un peu au service, il y a plein de choses qui vont l'influencer et un service ne va pas ressembler à l'autre. Non. Il y en a un où il va y avoir un oiseau qui passe dans le ciel, il y en a un où il va y avoir un bruit, il y en a un où la balle va pas être la même. En fait, c'est jamais la même chose. Et Héraclès, il a dit, ou non, c'est Héraclite, un homme se baigne jamais deux fois dans la même rivière. C'est jamais la même chose. Donc, prendre conscience de ça, de cette volatilité, en fait, c'est-à-dire des événements, hein, de la qualité hasardeuse des événements et de notre environnement, c'est comprendre que il faut qu'on joue, il faut qu'on surfe sur cette voie de l'hormèse, qu'on s'en serve intelligemment. Sinon, ça va se faire à notre détriment. Mm. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais il y avait un entraîneur qui disait que on peut pas entraîner des répétitions. En fait, c'est la notion de répétition, elle n'existe pas. Hum. Chaque geste, même s'il est cyclique et qui se répète, il sera jamais le même. Et donc, du coup, en fait, on n'entraîne pas des répétitions, mais on entraîne de la variabilité. Ouais, c'est un vaste débat, hein, les skills qui sont transférables, à se mettre dans les situations du sport ou pas. C'est marrant, hein, c'est vraiment une étude à faire là-dessus tout au long de l'histoire de la préparation physique qui peut être intéressante, où tu avais t'as lu tous les courants. Charles Poliquin qui disait bon ben moi je suis maître de la force et puis la force c'est complètement transférable. Je vais prendre un athlète, peu importe le sport, je vais lui faire soulever des poids, donc un truc qui est exact opposé, 180 degrés de sa discipline principale. Et tout ça, ça va être transférable. Alors tu te dis, bah alors quoi? Les répétitions ont marché, c'est transférable. L'athlète les plus forts, ils performent mieux. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer par A plus B que non, quelqu'un qui court la course dans le foot, France Bosch encore une fois, la course dans le foot, les footeux, ça sert à rien de leur faire des sprints parce que ce qu'ils font dans un match de foot, ça n'a rien à voir avec des sprints. Il n'y a aucune transférabilité. Alors, voilà, sur quel pied on danse, etc., pour coacher tout ça. Ouais, je pense que ça dépend aussi de la qualité d'absorption des informations de l'athlète. Beaucoup. Hein, on parle toujours des bons coachs, des bons professeurs, mais il faut aussi être coachable. Il faut aussi qu'on ait des bons élèves. Et ça s'apprend, hein, devenir un bon élève. Euh, c'est vaste tout ça. Bah, ouais, là, on tombe dans l'éducation à la performance. Et Mm. c'est ça. Mais ouais, franchement, c'est sa notion d'environnement sensoriel. C'est que effectivement, on a des nuances,
Mais si on n'est pas capable de capter les informations sensorielles de l'environnement, ben, du coup, enfin, l'humain, c'est une espèce d'antenne. Ce que tu disais avec le dernier H, c'est que c'est une antenne et déjà entre lui-même, il est interdépendant, autorégulé et enfin, tout ça. Et en plus de ça, avec son. Enfin, là, on part dans des choses vraiment complexes. C'est sûr. Ouais. T'as dû, Matt Boulet, il en parlerait beaucoup mieux, mais si t'intéresses un petit peu à la posturologie, ce que fait le docteur Bricot, Mm. tout ça, ben oui, c'est sans cesse, on regarde les capteurs sensoriels de notre environnement. Il y a cette extéroception, le capteur externe, et puis l'interoception aussi, les informations qui viennent de l'intérieur. Le cerveau il est sans cesse en train d'intégrer tout ça. Donc, à nous d'être intelligents. En fait, un athlète et quelqu'un qui recherche la performance, c'est qu'il va filtrer en fait. Il va Mm. filtrer les entrées. Est-ce que ça c'est pertinent? Est-ce que ça sert finalement? Ça va servir à ma performance? Ou est-ce que ça va justement mettre un peu des bâtons dans les roues? Euh, Est-ce que j'ai des impairs? Est-ce que j'ai des déséquilibres? Est-ce que voilà, toi qui pratiques tout ça, tu sais très bien que c'est important de regarder tout ça et de faire un pas de recul, d'avoir l'humilité, d'avoir le bon œil vraiment du thérapeute, de se dire sur soi-même, bon, ben, là, je vois bien que j'ai un truc qui va pas, etc. Et ben, l'athlète, il doit faire pareil. Je pense que ceux qui ont su faire ça avec eux-mêmes, c'est ceux qui ont le mieux performé. Mm. Clairement. Ouais, c'est ça. Du coup, si tu avais 3 conseils à donner à un athlète qui nous écoute. Compliqué parce qu'en fait, c'est 3 conseils qu'on doit donner à une personne. Pour moi, il y a pas trop de différence. Et donc là, euh, il faut prendre, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de leçons à tirer du silence. C'est-à-dire vraiment passer du temps avec soi-même. Et encore une fois, les portes d'entrée peuvent être vraiment multiples, mais passer du temps avec soi-même, que ce soit par l'inconfort, par l'art, par peu importe ce que vous aimez faire, etc., où il n'y a pas de diversion. Je pense qu'on a suffisamment expliqué pourquoi la diversion risquait d'être un frein. Ça va permettre de développer l'humilité, ça va permettre de développer cette écoute interne qui va servir au moment de la performance. C'est-à-dire après, avec cette façon de créer une méta-analyse, en fait, c'est-à-dire une analyse de sa propre analyse, on va pouvoir, en regardant une vidéo de soi-même en train de faire un lancer du javelot, si c'est notre discipline principale, ou en recevant un conseil du coach, euh, on va pouvoir beaucoup mieux l'intégrer, plutôt que d'avoir plein de visages différents, plein de masques qui vont réagir à cette information qui arrive. Je veux pas voir, je veux voir, qu'est-ce que les autres vont en penser, etc. Non. Une fois que ça part, les informations rentrent beaucoup plus facilement. Et je pense que pour un athlète qui recherche la performance, c'est extrêmement important, mais comme monsieur et madame tout le monde. Euh, autre deuxième conseil, considérez votre environnement au sens le plus large du terme. On parle souvent de globalité, de termes holistiques. Tout va influencer. Ça veut dire soignez votre sommeil. C'est devenu une tarte à la crème de dire ça, parce que tout le monde le dit, mais le sommeil, c'est le premier, quoi. Il n'y a pas tortiller, quoi. Si vous soignez pas la qualité et la quantité de votre sommeil, mais laissez tomber la performance, hein, même pas la peine. Donc, il y a ça, même David Goggins le dit. David Goggins, c'est le type qui se met dans l'inconfort tout le temps. Il dort pas, il court 100 km, il est chercher l'inconfort, et vraiment très, 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 très loin. J'ai écouté encore une interview de lui il y a pas longtemps où il disait, non, le sommeil, c'est royal. Il faut dormir. Il faut dormir. Donc, ouais, soignez le repos et les phases d'intégration. Soigner l'alimentation, prenez en considération absolument tout. C'est-à-dire que la bouffe, ça aussi, c'est devenu un thème vraiment récurrent, mais on en parle beaucoup et vous pensez sans doute faire bien les choses, mais en fait, il y a des autorisations aux aliments industriels ou transformés qui sont en fait partout dans votre semaine. Pour accompagner les athlètes, à chaque fois, dire, ah non, mais moi je fais gaffe et tout, mais tu regardes la bouffe qu'ils mangent, mais en fait, tout sort de sachets plastiques. Rien n'est naturel, rien. On a dit, mais tu fais gaffe, mais en fait, tu fais gaffe par rapport à tes potes qui vont manger fast-food. Mais en fait, ce que tu bois et ce que tu manges, ça sort que de sachets plastiques. C'est, c'est que de l'industriel. Donc ça aussi, ça va impacter votre performance. C'est sûr que quand on est jeune, on le sent sans doute moins, mais
Là, on veut mettre toutes les billes de côté pour être champion du monde et gagner la médaille d'or. Donc ça ne se néglige pas. Troisième conseil, troisième conseil, ça va être sur la respiration parce que c'est le gros truc négligé, quoi. Et ça, c'est comme le sommeil pour moi. Si tu n'optimises pas ta respiration, tu sais pas comment respirer ou tu as une capacité respiratoire qui est vraiment sous-utilisée parce qu'il n'y a aucun neurocontrôle, euh, pour un athlète, c'est encore une autre balle qui se tire dans le pied, quoi. C'est-à-dire, il court à 100 mètres à cloche-pied. Et il y a un facteur de sa physiologie qu'il n'utilise pas du tout et pourtant qui est, je sais pas moi, pour la production d'ATP, l'arrivée d'oxygène, c'est le number one, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce serait des conseils en fait, de braquer le regard, comme on parlait tout à l'heure, des cerveaux qui sont trop pleins et de l'attention qui n'est pas disponible. Si vous devez placer votre attention sur plusieurs choses, c'est votre narration interne, c'est votre santé au terme global, donc sommeil, alimentation, etc. Et c'est la respiration. Mettez le projecteur sur ces trois choses-là, l'une après l'autre ou les trois ensemble, et je pense que ça peut déverrouiller beaucoup de choses pour de la performance. Ouais, bah écoute, génial. C'était vraiment encore un discours vraiment différent et éclairé. Et bah, du coup, merci pour ce moment. Bon, je t'en prie, Gaël, c'est moi. C'est un grand plaisir toujours de partager ça. En plus, on est parti loin, on est allé voir les philosophes et tout. C'est cool. Ouais, ouais, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Sinon, les livres classiques, on les voit à la fac, donc C'est ça, c'est clair. ça sert à rien. Bah écoute, merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, bah, continuez à mettre les petites étoiles et tout. C'est ça qui permet que le podcast soit mis en avant et bah, du coup que de plus en plus de personnes puissent écouter des discours comme Pierre vient de faire. Et du coup, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout Ciao. le monde.